la Cette caractéristique, conférence va maintenant être, cette la conférence caractéristique, va maintenant être enregistrée. on va être enregistré. La caractéristique de ces congrès, c'est en fait des congrès scientifiques. Alors, c'est important de rappeler ici que quand on entend scientifique, et particulièrement par rapport à vous, c'est à la fois des présentations qui peuvent être, ou des résultats qui peuvent être des résultats d'amont euh, sur certains domaines, mais aussi beaucoup en fait de résultats de recherche appliquée ou de recherche R&D. Donc en fait, pareil, le scope en termes scientifiques, il est vraiment très large. Et en fait, ce qui nous amène au deuxième point, et ça c'est le point peut-être qui a fait notre originalité dans la candidature qu'on a posée à Brisbane. Bon, la parenthèse, on était en compétition avec Pékin, et peut-être que ce point-là a pesé dans la balance, c'est en fait comment mettre le poids sur, insister sur le lien, la collaboration entre recherche, industrie et formation. Donc, alors, là, typiquement, on est vraiment ici là, sur les deux premières parties de ce triptyque. Et donc, on insiste vraiment, et vous allez le voir dans ce qu'on va vous présenter après, sur, voilà, c'est un événement scientifique, mais qui doit servir aux entreprises. Voilà, et on cherche au travers de cet événement à faire le lien entre entreprise et recherche. Le troisième axe qui est vraiment là dans l'ADN de l'ISHS, c'est les relations entre les pays du Sud et des pays du Nord. Donc, quand on est en France, on a aussi, nous, des liens particuliers avec certains pays du Sud. Donc, on va insister aussi beaucoup sur cet aspect-là, notamment pour faire venir des représentants de ces pays qui peuvent avoir parfois certains problèmes pour financer, etc. Donc, on a un axe assez fort là-dessus. Et donc, on le verra tout à l'heure, mais dans les organisateurs, le CIRAD fait partie des tutelles qui organisent, et donc c'est le CIRAD qui aussi nous aide à faire ce lien avec les pays du Sud. La suivante, s'il te plaît. Alors, on a essayé d'estimer à peu près voilà, le nombre la représentativité des participants sur la base de ce qui se faisait avant. Alors, c'est très compliqué, hein. En plus, on est en post-Covid. Donc, par exemple, le nombre de participants, on l'a un peu revu à la baisse par rapport à ce qu'on avait prévu avant le Covid. Peut-être qu'on espère pouvoir le revoir un peu plus à la hausse. On était autour de 3000 participants. Alors, c'est largement plus de 90 pays, hein. Je ne sais pas pourquoi on a mis 96, mais en général, il y a plus d'une centaine de pays qui sont présentés. Bon, alors, vous ne serez pas étonné de voir que l'événement sera en présentiel mais aussi en virtuel. Alors la règle, c'est que on va tout faire, on fait tout pour que les gens viennent, donc y compris sur les coûts d'inscription, etc. Il n'y a pas le delta entre s'inscrire en virtuel et en présentiel n'est pas si important que ça. Et surtout, on souhaite apporter des plus à ceux qui seront présents. Donc, vraiment, il y a un souhait vraiment d'avoir quelque chose qui se passe chez nous. Alors, en termes d'audience, on part sur une répartition à peu près de 80% de chercheurs, enseignants, chercheurs, étudiants, et une part significative pour les professionnels et les entreprises. Bon, après, voilà, ça sera, ça peut varier, c'est juste des estimations. En termes de représentation géographique, le fait qu'on soit en Europe, le fait qu'il y ait le Covid, ça va peut-être favoriser la présence de collègues européens. Donc voilà, on a mis à peu près à moitié la jauge pour les collègues européens. En général, il y a une bonne représentation de l'Asie, et donc voilà, peut-être que ça pourra représenter un quart. On a en général à peu près ce pourcentage de collègues américains du Sud et du Nord. Toujours une petite proportion de Néo-Zélandais, d'Australiens, et puis pour la raison que je mentionnais tout à l'heure, on fera tout pour que la proportion de représentants africains soit significative. Voilà. Alors, bon, l'événement se passe
va se passer sous différentes formes. On va le revoir tout à l'heure, mais disons que le cœur du congrès est autour des symposia. On a aussi des moments des sessions plénières dans lesquelles on accueillera des grands témoins. Pas forcément du milieu de l'horticulture, mais pour nous ouvrir sur des thématiques. Alors, sur les 4 thématiques de choix, donc j'avais cette diapo normalement avant, mais c'est pas grave, qui sont les aspects nutrition, enfin, tout ce qui est agroécologie au sens large, les effets du changement climatique, c'est pas grave, oui, voilà, les effets du changement climatique et puis les aspects de compétitivité autour des secteurs de l'horticulture. Voilà, donc ces 4 thèmes-là seront développés par des grands témoins qu'on est en train de contacter. Donc il y en a quelques-uns qui ont déjà été, qui ont accepté, des gens d'une certaine notoriété dans leur domaine et pas forcément du coup dans le domaine de l'horticulture. Voilà, ça c'est pour les sessions plénières, si tu peux revenir. Voilà. Autrement, on va beaucoup insister sur les aspects networking, enfin voilà, discussion B2B, etc. Donc il y aura des espaces, un grand espace d'exposition, des workshops qui sont en fait des moments un peu plus avec voilà, des réunions un petit peu plus réduites qui favorisent les échanges, des tours techniques et puis l'aspect social, culturel qui est aussi très important. Voilà, la suivante. Donc ça, c'est la façon dont ça se répartit dans la semaine. Alors, une chose que je vous ne manquerai pas de nous faire remarquer, c'est que ça se passe à la semaine du 15 août. On n'a pas choisi la date, c'est en général à cette période-là que ça se passe. Voilà. Tous les 4 ans, c'est autour de cette date-là. Donc, c'est pas facile pour les entreprises, c'est pas très facile pour nous non plus. Donc, on essaie on est organisé ça comme ça. La cérémonie d'ouverture aura lieu le dimanche. Avant et après, il y a des tours touristiques et aussi techniques. Dans la semaine, en fait, voilà comment ça se répartit. On commencera par des sessions plénières et ensuite les différents symposia dont on verra les thèmes tout à l'heure, qui en fait dans les symposia avec 2 types d'expressions, des présentations orales et des e-posters, qui sont en fait des posters mais avec une mini présentation à côté. Et en fin de journée, donc la place pour les workshops ou business meeting ou tout ce que vous voulez que je mentionnais tout à l'heure. Ça, c'est comme ça que ça se passe toute la semaine, sauf le mercredi, où le mercredi auront lieu des tours techniques, soit de visite d'entreprise et d'instituts techniques, de centres de recherche, voilà, autour d'Angers. Hein. Donc on est sur un périmètre qui ira maximum jusqu'à Tours, disons, et jusqu'à Nantes pour avoir une après-midi pleine. Le soir, on insiste aussi beaucoup sur les aspects sociaux. C'est là aussi que les gens, où il se passe pas mal de choses. Et donc tous les soirs, on organisera des événements culturels, voilà, de détente dans la ville, etc., avec un gala dîner, un dîner de gala le jeudi. Suivante, s'il te plaît. François, je voulais juste apporter une précision sur les symposia. Donc, on a dit tout à l'heure qu'il y en avait 25. Donc, ça veut dire chaque jour, c'est environ 10 à 12 qui se déroulent en même temps. Hein. Ce n'est pas les 25 en même temps. Ça s'étale sur la semaine parce qu'ils vont durer entre 2 et le plus grand 4 jours. Mais Emmanuel pourra peut-être préciser après. La suivante. Voilà, donc ça va se passer, le cœur du congrès sera au centre des congrès d'Angers. Donc pour ceux qui connaissent, c'est vraiment au centre de la ville, avec une entrée côté ville et une autre l'arrière côté jardin botanique. Donc c'est enfin pour nous un lieu vraiment idéal pour faire ce genre d'organisation. L'idée étant d'intégrer l'événement dans la ville. Donc on travaille avec la ville, l'agglo et toutes les différentes participants pour
pour vraiment intégrer au maximum l'événement dans la ville. Compte tenu de la taille de l'événement, on sera obligé d'utiliser quelques salles du lycée Joachim qui est à quelques minutes à pied du centre des congrès, et aussi quelques amphis de l'université, la faculté de droit, en fait, qui est un tout petit peu plus loin. Alors, soit on peut y aller à pied, soit il y a des trams. On est rangé le 15 août. Pardon? Pardon? Il y avait une question? Non, je n'ai pas entendu. La suivante, Emmanuel. Bon, ça, on a déjà vu. Et ensuite, je pense que, voilà, donc je vais laisser la parole à donc Emmanuel Geoffriot, qui est prof à AgroCampus ici et qui est en fait vice-président en charge des aspects scientifiques du congrès. Oui, bonjour à tous, Emmanuel Geoffriot, donc prof à AgroCampus Ouest, l'Institut Agro maintenant aussi. Pardon. Voilà, donc on a travaillé sur le programme scientifique avec un pré-comité européen et puis après un comité international scientifique dans lequel on retrouve les division chairs et puis aussi un certain nombre de personnalités internationales, dont un ou deux représentants du monde professionnel d'ailleurs. Donc le programme s'articule autour de 25 symposia. Comme le disait Emmanuel, enfin moi je trouve que ce qui est intéressant dans un IHC, c'est que pour le prix d'un symposium, vous avez accès à 25 symposiums. C'est-à-dire que les gens, effectivement, quand ils viennent à un congrès, ça permet d'aller voir des choses nouvelles, d'assister à des choses auxquelles on n'aurait pas forcément été en tant que tel, puisque si c'était un symposium séparé, là, ça permet vraiment de naviguer aussi entre différents symposiums et d'aller voir des choses différentes, nouvelles. Après, l'articulation dans la semaine, effectivement, à un moment donné, il y aura peut-être entre 10, 12, 13 symposiums en concurrence, en parallèle. Alors, le principe, en général, c'est qu'on évite de mettre en concurrence des symposiums qui risquent d'intéresser un même public. Alors là, c'est un petit peu une organisation un petit peu compliquée, mais voilà, il faut bien voir ça comme des symposiums qui auront lieu dans la semaine. Alors, pour vous dire, grosso modo, il y aura, c'est un peu la moitié de la semaine, hein, la plupart étant autour de 2 jours et demi, 3 jours. Ben voilà, il y aura une série en début de semaine, une série en fin de semaine, et avec on essaye de faire qu'un même public peut quand même assister à des symposiums différents. Donc les 25 symposia sont pour les 14 premiers, la liste est ici, comme ça je vais pas les lire, vous avez pu jeter un œil dessus. Vous avez des symposiums qui sont vraiment sur le matériel végétal, hein, comme la sélection, les ressources génétiques, l'in vitro, les semences et plants. Vous avez des symposiums qui sont orientés sur, on va dire, les cultures protégées, le contexte urbain, donc avec une déclinaison du contexte urbain vers l'agriculture urbaine, mais aussi les villes vertes, les infrastructures vertes, et puis quelque chose qui est particulier, qui finalement se détache du contexte urbain, c'est le vertical farming. Et vous avez aussi des symposiums qui sont un peu plus transversaux, que ce soit sur les aspects économiques. Donc, on a un symposium qui est un peu plus orienté, on va dire, économique, management, valeur ajoutée, etc. Et puis, des symposiums qui sont un peu plus transversaux par rapport aux plantes, que ce soit les stress abiotiques, la gestion de l'eau, qui en fait est pas que le plan, hein, la plante, ça c'est vraiment un aspect filière global, hein, de l'amont jusqu'aussi à l'aval en post-récolte ou en station, hein, où l'eau est également bien sûr très très importante, et des aspects d'épidémiologie, de maladies émergentes, de biocontrôle, pour finir pour des aspects de nutrition des plantes. Alors, je n'oublie pas un symposium qu'on a situé là qui est sur l'ornement. On a un gros symposium qui va vraiment traiter de différentes problématiques ornementales. Et ensuite, ici, nous avons plusieurs symposiums qui ont une approche un peu plus système. Alors, la durabilité des systèmes, globalement, voilà, vous avez bien vu nos axes scientifiques, la durabilité, l'agroécologie, le bien-être, etc. On va le retrouver, et le changement climatique, on va les retrouver un peu déclinés sur différents symposia. Et ici, vous avez des symposia qui ont aussi une approche système, que ce soit l'agroécologie en tant que telle,
Alors l'agroécologie au sens international, hein, il n'y a pas que du technique, il y a du social derrière, il y a c'est vraiment, il y a des philosophies derrière qui changent entre l'Amérique du Sud et l'Europe par exemple, hein, donc ça sera intéressant de ce point de vue-là aussi. De systèmes autour des plantes pérennes, donc les vergers, mais voilà, plutôt orienté sur le verger. Une approche intégrative sur la qualité des fruits et légumes, hein, vraiment comment lier l'amont avec l'aval, vraiment pour avoir une approche intégrée de la qualité des fruits et légumes. Quelque chose qui est un petit peu nouveau, c'est l'orientation autour de l'agriculture ou l'horticulture connectée, le digital, la mécanisation, l'agriculture de précision, hein, appliquée aux plantes horticoles. Et ensuite, on a 3-4 symposiums qui sont orientés espèces ou groupes d'espèces. Hein. Donc, j'ai cité tout à l'heure un gros symposium sur les plantes ornementales. On a un symposium qui est sur les petits fruits, berries. Un symposium qui est bien sûr sur le vin et la vigne et le vin, donc avec des orientations vraiment spécifiques. Et donc là, c'est évident qu'on ne pouvait pas ne pas avoir de symposium sur le vin en France. Un symposium qui est un habitué des IHC, c'est les bananes. Banane plantain, banane, et là qui est très orienté sur organique avec un changement de paradigme aussi pour les productions de bananes. Le dernier symposium, un groupe d'espèces, c'est les plantes aromatiques et médicinales, qui est bien sûr aussi très important et qui est important pour nos filières ici. Les points que je n'ai pas cités, c'est un point original, c'est les plantes, les colorants issus des plantes ou les pigments, hein, qui peuvent être utilisés en filière alimentaire ou non alimentaire, hein, sur les textiles, en lien avec des aspects culturels et design, etc. Hein, d'ailleurs, pour l'utilisation de ces. Donc là, on est sur d'autres usages des plantes. Et enfin, 2 qui sont un peu plus sur les aspects produits, que ce soit d'un point de vue post-récolte et que ce soit d'un point de vue nutrition, santé humaine. Là, ça sera très orienté sur ces aspects de santé, notamment en lien plus avec les fruits et légumes, pour le coup. Voilà, pour les présentations des symposiums. Oui, Emmanuel, juste, il y a une question sur qu'est-ce que c'est les berries? Alors, les berries, c'est les petits fruits. Alors, derrière, on va retrouver des espèces type cassis, myrtille, framboise, groseille, tous ces petits, les cranberries, etc. Donc il y a un groupe vraiment international qui travaille là-dessus, puisque ça se gère un petit peu différemment. Ce sont des plantes ligneuses, mais pas, voilà, c'est différent des vergers. Et ça va aller des techniques de production justement à l'intérêt santé ou des aspects qualité de ces petits fruits. Donc là, ces symposiums autour de groupes d'espèces peuvent intégrer différentes dimensions de la sélection jusqu'à des aspects qualité, marché, etc. Souvent, il y a des communautés autour de ces groupes d'espèces. Alors, pour les dates, on a ouvert le call for abstract au 30 mai. Hein, donc, vous allez sur le site web de IHC 2022, vous avez pour les 25 symposiums le descriptif des symposia et donc le call for abstract, c'est-à-dire quels sont les attendus, hein, pour chaque symposium. Les conveneurs ont rédigé des attendus de symposium, quelles seront les orientations, quels sont les types de communication ou de sujets qui sont les bienvenus par rapport à des communications. Donc, il ne faut pas hésiter, bien sûr, à aller déjà voir et voir un peu comment vous pouvez vous projeter par rapport à ces appels à communication. Nous souhaitons bien sûr avoir des soumissions des chercheurs, d'entreprises, de centres techniques. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Nous sommes bien sûr très convaincus que vous avez aussi des choses à communiquer, à apporter par rapport à des nouveaux développements sur ces différentes thématiques. Donc, regardez ces topics, hein, qui sont mis en avant pour chacun des symposiums et voir sur quel symposium vous pouvez bien sûr soumettre des abstracts. Alors, la soumission des abstracts court jusqu'au 15 novembre. Et donc, à partir du 15 novembre, les conveneurs vont se saisir des abstracts et puis regarder ce qui a été soumis, et ils vont commencer le processus de sélection, c'est-à-dire de voir quels sont les abstracts, les communications qui sont retenues, plutôt retenues à l'oral. Alors évidemment, il y a une sélection pour l'oral parce que le temps n'est pas extensif, donc forcément, le nombre de possibilités à l'oral sont contraintes, alors que le nombre de possibilités en tant que poster est plus large.
Donc, il y aura une sélection de ce point de vue-là. Et au passage, je vous dis que les posters, ce seront des e-posters. Hein, donc, on n'aura pas des posters physiques, mais ça sera disponible sur le site web, enfin sur la plateforme, et ça pourra être consulté et communiqué assez largement. Et donc, on aura des sessions de e-posters où les présentateurs pourront présenter leurs posters, mais dans un temps très, très réduit. Alors, donc, le 15 novembre, c'est le dépôt des abstracts. En fin janvier, il y aura l'acceptation définitive des abstracts, c'est-à-dire qu'il y aura un retour vers les auteurs en disant, ben voilà, votre abstract, il est retenu à l'oral. Et donc, on le fait en général avant, qui est l'inscription, la fin du Early Bird, hein, c'est-à-dire que le Early Bird, il va s'arrêter au 1er mars, donc un prix préférentiel qui s'arrête au 1er mars, et ce qui permet aux auteurs de savoir, de pouvoir s'inscrire en connaissance de cause par rapport à leur acceptation d'abstract. Et donc, ensuite, on doit embrayer, hein, c'est la règle sur les symposiums ISHS, hein, c'est d'avoir la publication des acta horticulturae très vite, soit au moment du symposium, soit juste après. Donc, on fait le processus de soumission des articles. Hein, les articles pour acta horticulturae, c'est de 6 à 8 pages. À partir du 15 avril. Donc, on va faire le processus d'appel au papier, ce qu'on appelle les full papers, hein, donc les articles, à partir du 15 avril pour qu'il y ait un processus de review. Il y a des reviewers qui vont relire les articles, aider à l'amélioration de ces articles-là, pour qu'en fait le processus de révision soit fini au 15 juin. Donc, assez avant le congrès en lui-même. Et donc, il y aura le congrès. Et puis après le congrès, il y aura assez rapidement, en post-congrès, en tout cas avant la fin de l'année 2021, de toute façon, la publication des volumes des acta horticulturae qui regroupent les articles des communications. Qu'elles soient, d'ailleurs, que les communications soient à l'oral ou sous forme de poster, il y a la possibilité de soumettre des articles pour acta horticulturae. Voilà pour le calendrier. Je vous repasse la main. Vous présentez la façon dont on est organisé rapidement. Donc, vous avez déjà 2 personnes du comité de pilotage. En fait, ouais, bref. Et donc, vous avez un autre vice-président qui est Rémi Kahn du CIRAD, qui s'occupe plus de la partie internationale, du lien avec les internationaux, et notamment le contact avec les grands keynotes. Jean-Claude Mauger, qui est notre président honoraire, qui n'est pas de l'Université d'Angers, mais qui est un retraité d'Agrocampus. Valérie Mathieu Fichot, qui est à Destination Angers, Philippe Simoneau, vice-président de l'Université d'Angers, et Emmanuel de VGPolis. Et puis, quelques personnes qui nous aident, qui contribuent très efficacement, Marine, Anne et Lola de Destination Angers, et Mickaël Delair d'Institut Agro aussi pour la partie formation, éducation. Voilà. Vous avez en dessous les différents comités qui ont été mis en place qui correspondent à cette organisation. Voilà, je ne vais pas passer plus de temps là-dessus. Oui. Emmanuel, je pense que ça… justement, dans ces comités, il y en avait un qui était lié au monde de l'entreprise et qui s'est réuni assez en amont pour essayer de voir justement comment impliquer au mieux les entreprises. Et donc, c'est ce qui a permis d'aboutir aux présentations qu'on va vous faire ensuite sur l'implication de ces entreprises. Alors, avant de passer justement à cette partie vraiment focus sur les actions qui vont être plus accessibles ou plus dirigées vers les entreprises, on vous propose 2 témoignages. Donc, le premier, celui de Frédéric Bernard de l'IFO. Il va présenter sa structure. Mais c'est quelqu'un qui a l'habitude des congrès ISHS et qui était à la dernière édition à Istanbul. Donc, alors, oui, voilà, ça y est, Frédéric, je vous passe la parole pour que vous nous fassiez un petit peu part de votre expérience. Ok, merci. Bonjour à tous. Donc, en effet, je suis Frédéric Bernard, je travaille pour IFO. IFO est une société de R&D spécialisée en création, sélection et évaluation variétale
fruitier à pépins, donc pommes poires, et puis également Porte RF. On est filiale du groupe d'Alival qui est pépiniériste, pommier, poirier en spécialisation. Donc en effet, on est déjà un peu dans le monde de la recherche. On a de nombreux partenariats dans le monde et puis en France, bien sûr, avec l'INRA pour le programme de création variétale au sein de Novadi. Et puis dans le reste du monde, on a des programmes de création de sélection variétale en Amérique du Sud, en Europe, bien sûr, en Chine, en Nouvelle-Zélande, etc. Donc en effet, comme le disait Emmanuel, j'ai participé à l'IHC, la dernière édition en 2018. Ça a été pour moi la première édition à laquelle j'ai pu participer. Donc le système d'organisation était le même, hein, comme celui qui a été expliqué un peu avant, avec toute une série de dizaines de symposia sur des thèmes à la fois très variés, mais aussi très spécialisés. Donc ça m'a permis de pouvoir un peu, en quelque sorte, piocher toutes les présentations qui, pour moi, avaient un intérêt dans les différents symposia. Donc finalement, on se crée, et c'est super important aussi en amont, si je pouvais donner un conseil, de créer un peu son programme à la carte avec les différentes présentations qui nous intéressent le plus. En termes de donc les différents intérêts sur ce type d'événement, bien sûr, il y a tous les aspects de connaissances scientifiques, avancées de la connaissance scientifique. Ça permet vraiment de faire une grosse revue bibliographique en une semaine et donc d'identifier un peu tous les progrès qui ont été faits à travers le monde par les différentes équipes qui travaillent sur les sujets qui nous intéressent. Moi, si je pouvais donner un exemple qui nous intéresse plus particulièrement, c'est ce qui est avancé en termes de sélection assistée par marqueur, donc quantification de gènes d'intérêt, notamment pour tout ce qui est résistance aux maladies, un exemple. Et puis l'autre intérêt aussi, c'est le réseautage, bien sûr, c'est voir les contacts réguliers qu'on a de façon publique, c'est toujours plus intéressant. Et puis aussi identifier des nouveaux acteurs dans la filière avec qui on pourra éventuellement mettre en place des partenariats. Au niveau de mes attentes ou des attentes un peu plus de secteur privé, en tout cas pour IFO, c'est comme je le disais, renforcer nos collaborations avec la recherche publique, mais aussi la recherche privée, puisqu'on a des entreprises homologues dans d'autres pays qui travaillent également sur ces mêmes thématiques qu'on connaît plus ou moins. Donc, c'est vraiment l'occasion de les rencontrer. Très important aussi, c'est aussi l'occasion de sortir un peu de notre microcosme pour nous, fruits à pépins, d'aller vers d'autres cultures, que ce soit fruitier, mais aussi ornemental, et puis un peu de s'inspirer finalement de tout le travail qui est fait par ces personnes et de voir éventuellement comment c'est possible d'utiliser ou en tout cas de faire une utilisation de ces différentes techniques qui sont mises au point. Et puis, c'est également l'occasion de participer à des symposiums plus spécifiques qui sont très transversaux, comme par exemple celui sur l'épidémiologie, qui n'est pas spécialisé sur une culture ou deux, et donc de pouvoir aller voir ce qui est transposable dans notre secteur. Et puis, dernière chose, dans notre cas précis aussi, on va avoir une thèse qui va être mise en place là, qui va commencer cet été. Donc pour les doctorants, ça sera intéressant aussi de voir ce qui est fait dans le secteur, d'éventuellement de présenter des premiers résultats ou en tout cas la méthode de sa thèse, et puis de réseauter aussi, bien sûr, pour préparer son après-thèse. Donc toute une série d'intérêts qu'on retrouve dans ce type d'événement. Je ne sais pas si Emmanuel, tu avais éventuellement d'autres choses que tu souhaitais que j'aborde? Non, c'est déjà beaucoup. S'il y a des questions, les gens peuvent tout à fait le faire. On peut peut-être justement passer la parole à Christophe Thibault. Alors lui, il va présenter aussi l'entreprise et à Istanbul, c'était vraiment sa première. Hein. Christophe, tu n'avais pas d'expérience sur le sujet. Et comme ça, vous pouvez poser aussi vos questions à Frédéric et Christophe dans le chat si vous voulez qu'ils précisent des points particuliers. Donc, merci Emmanuel. Alors effectivement, c'était ma première. Alors Florent d'Anjou, c'est une coopérative avec une petite centaine de producteurs qui travaillent sur deux secteurs d'activité différents, à la fois sur les plantes ornementales et à la fois sur les fruits et légumes, avec, je dirais, des gammes assez variées dans l'univers du jardin et dans l'univers plutôt des légumes qui sont destinés, enfin qui sont pas des légumes poids lourds, hein, ce sont
des spécificités un petit peu régionales, notamment il y a l'échalote, l'asperge, etc. Donc le symposium par lui-même était super intéressant. Enfin, il est clair que moi je découvrais, c'était la première fois que j'assistais à ce type d'événement. Ça permet de rencontrer des chercheurs qui sont en liaison directe avec des problématiques qui nous intéressent, mais qui sont pour les entreprises en général plus de l'ordre de l'applicatif. Et là, on va au fond du problème sur un certain nombre de sujets très en pointe. Et on voit bien à travers le programme qu'il va y avoir pour 2022, beaucoup de sujets sont directement liés à des problématiques qui se posent et sur lesquelles on cherche des solutions. Et il est intéressant de voir comment les chercheurs orientent leur recherche pour répondre à ces questions-là sur des problèmes très pointus. L'autre aspect des choses, c'est le réseautage, parce que bien évidemment, la plupart de ces chercheurs, pour le monde de l'entreprise, sont relativement inaccessibles, et ça permet d'avoir, lors de ces quelques jours, un panorama extrêmement important, et en général, de très bonne qualité. C'est ce que j'avais pu constater à Istanbul, sur des domaines pointus qui nous intéressent. Cette approche directe qu'on peut avoir avec les chercheurs, je dirais, permet de discuter de sujets où on s'aperçoit que très rapidement, beaucoup sont transverses et permettent de retrouver sur d'autres continents et dans d'autres familles de produits ou d'autres métiers des problématiques qui se recroisent avec nos problématiques. Et pour témoigner aussi de la nécessité de préparer un petit peu ce symposium, comme l'a dit Frédéric tout à l'heure, en allant construire son propre programme, parce qu'il y a énormément de chercheurs qui interviennent à tout moment, et il est nécessaire de faire un petit peu son marché pour pas rater, je dirais, des éléments qui pourraient nous échapper. Sachant que par ailleurs, il est extrêmement intéressant de voir ce qui se passe sur certains thèmes ou certaines thématiques dans d'autres secteurs d'activité ou d'autres métiers, parce que quelque part, on peut s'en inspirer aussi pour nos propres filières. Voilà. En tout cas, c'était très très riche, et ça permet, je dirais aussi, de découvrir d'autres cultures dans le sens culturel de la chose, hein, à travers je dirais, les différents intervenants qui arrivent parfois avec c'est le petit mot pour sourire, hein, avec des façons d'appréhender les problèmes qui sont assez éloignées des nôtres. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux avec ce partage d'expérience. Il nous reste plus qu'un quart d'heure, donc je vous propose d'avancer vite, parce que si vous avez des questions, ce serait intéressant de vous passer la parole ensuite. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit focus vraiment sur justement les actions qui sont plus orientées vers les entreprises. Alors, pour démarrer, quelques grandes lignes, mais je pense que ce que vous venez de témoigner va nous permettre d'aller assez rapidement, hein. C'est sûr que pourquoi participer à ce genre d'événement, vous l'avez compris, hein, c'est pour forcément acquérir des connaissances spécifiques auprès de leaders d'opinion et de scientifiques. C'est une occasion pour vous de faire la promotion justement de vos propres projets et solutions innovantes et d'atteindre un public mondial pour réseauter avec ces décideurs, ces leaders d'opinion. C'est également le moyen d'attester votre engagement auprès de la filière du végétal spécialisé et de conforter et développer votre notoriété, votre image à l'échelle nationale et internationale. C'est également participer au plus grand rassemblement de la communauté horticole, de la science, des entreprises, de l'industrie et de l'éducation. Donc, si on rentre spécifiquement dans le programme, qu'est-ce qui est vraiment fléché aussi pour les entreprises? Donc, comme vous l'avez compris, c'est
ces réponses qui sont rendues possibles aux entreprises au sein de ces appels à communication, là, ces call for abstract. Donc, le principe, c'est bien que vous puissiez être intégré dans le programme par rapport à des propositions d'intervention que vous allez faire dans ces symposiums. Donc là, je vais vous remontrer le lien vers le site internet, mais comme Emmanuel vous l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, tous les symposiums sont décrits avec vraiment ce qui va être abordé et ce qui est attendu comme intervention. Donc, si vous avez des expériences, des projets à partager, n'hésitez pas. D'ailleurs, donc pour renforcer cet aspect, il a été convenu que la majorité des symposiums auront des sessions qui seront dédiées aux professionnels. Alors, ça ne veut pas dire dédiées aux professionnels, c'est plutôt avec une recherche plus appliquée, plus proche en tout cas du marché, des professionnels. Et donc, on va essayer de faire en sorte qu'un certain nombre d'entre elles, justement, puissent être traduites en français pour élargir l'audience et permettre justement à des professionnels qui sont peu aguerris à ce genre de congrès puissent justement y accéder plus facilement. Et donc ça, c'est une action qu'on essaye de mener aussi avec les interprofessions pour favoriser la participation plus large des professionnels. Alors c'est vrai que je suis en train de me rendre compte qu'on n'a peut-être pas bien précisé derrière le mot professionnel ce qu'on attend, ce qu'on veut dire. Donc, il y a derrière des profils très différents, des gens, j'allais dire, peut-être plus comme Frédéric Bernard, qui sont dans des plus aguerris à la recherche, aux relations avec les chercheurs, donc qui sont dans des services de R&D. Ou qui sont expérimentateurs. Donc, on va avoir ce profil-là. Et puis, d'autres comme Christophe, Thibault, qui sont plus proches du monde de la production et qui ont peut-être une habitude, qui ont moins l'habitude de participer à ce genre de congrès. Et donc, nous, notre objectif, c'est bien de favoriser la participation de tous ces différents profils. Comme vous l'avez vu dans le programme, les fins d'après-midi sont réservées justement à des temps d'ateliers, de workshops, de rendez-vous B2B. Donc là, on va être dans des formats qui vont être beaucoup plus accessibles, beaucoup plus interactifs et qui devraient intéresser largement les entreprises. Tout comme les networking, toute la partie réseautage qui se fera sur cette sur ces fins de journée, mais également au cours des pauses, de la plateforme digitale qui sera mise en place. Alors, toujours dans le cadre du programme, une nouvelle action qui a été conçue, ça va être de lancer des défis aux scientifiques, c'est-à-dire de permettre aux professionnels, en amont de ce congrès, de poser leurs problématiques, qu'elles soient individuelles ou collectives. Par contre, elles doivent être de manière non confidentielle, mais c'est un petit peu le moyen de leur lancer un challenge, un défi pour, à l'occasion de cette rencontre, aller vers des solutions. Donc là, on va mettre en place un principe de dépôt sur le site Internet et au cours de l'hiver, toutes les propositions seront analysées et une réponse sera proposée. Alors, par le fléchage vers un symposium où la réponse pourra être obtenue ou par l'orientation ou la création d'un atelier ou l'identification d'un ou plusieurs chercheurs qui pourraient être à même d'apporter des solutions et qui pourraient être rencontrés à l'occasion du congrès. Et puis, si besoin, on réorientera aussi si ce n'est pas dans le congrès que la solution peut être trouvée. Alors, au-delà de ce programme au sein du centre des congrès, il va y avoir aussi des visites techniques. Et donc là, ça va être un moyen aussi pour les entreprises de valoriser leur savoir-faire. Donc, comme vous l'avez vu, il y a 2 temps de visite technique. Le mercredi après-midi, donc de 14h à 18h. Et tous les circuits se termineront à Terra Botanica pour un apéritif.
et le samedi et dimanche, on va dire, pour des visites techniques mais aussi touristiques qui, elles, pourront aller au-delà de la région. Donc, pour ces visites techniques, 2 formules payantes pour les congressistes. Ils doivent faire la démarche de s'inscrire. Donc, potentiellement, ce ne sont pas tous les congressistes qui vont participer. Il faut vraiment qu'ils fassent une démarche, mais le coût est relativement abordable par rapport à d'autres éditions. Donc, les visites, donc il y a deux formules, une visite, mais eux, ils vont voir qu'une seule. Mais nous, on vous précise, donc il y a 2 visites, une qui est proposée par nous, les organisateurs, qui a vocation à montrer l'expertise du territoire par rapport à ce qui sera présenté au cours des symposia. Et donc là, ça sera souvent un couplage d'un institut technique et d'une entreprise ou 2 entreprises selon la proximité et le timing. Mais donc là, dans ce cas-là, il n'y a pas de valorisation commerciale des entreprises dans la promotion de ces visites. Et la durée est relativement courte, puisqu'on ne pourra pas passer plus d'1 heure sur site. Et l'autre formule, donc, ce sont des visites techniques sponsorisées. Donc là, c'est une entreprise ou cela peut être un collectif d'entreprises. Vous pouvez vous associer à 2, 3, 4, comme vous le souhaitez, pour organiser votre après-midi. Et donc là, la communication sera totalement faite sur là où les marques de ces entreprises. Donc là, le coût est d'environ 8 000 €. Alors, dans les 2 cas, les organisateurs assurent la promotion, l'inscription et l'acheminement. Les entreprises qui seraient visitées se chargent de la prise en main lorsque les congressistes arrivent sur site. Je suis désolée, je vais assez vite parce que je voudrais aller jusqu'au terme pour vous permettre ensuite de poser vos questions. Également, ce qui est possible pour les entreprises, c'est de se promouvoir au travers de l'exposition pendant le congrès. Donc là, il va y avoir un espace. Donc, on attire votre attention. Ce congrès, ce n'est pas un salon. Il y a un temps d'exposition, mais ce n'est pas un salon. Et donc, ça veut dire que les nombres de places sont limités à 40. Donc, premier arrivé, premier servi. VG Police Valley organisera sur son stand un village de start-up pour valoriser ses membres. C'est quelque chose que certains nous avaient évoqué depuis plusieurs années. Donc là, je vous le confirme. Donc ensuite, il y a un principe de stand qui varie de 6 mètres carrés à 18 mètres carrés. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Toutes les informations que je transmets aujourd'hui et qui sont sur les slides figurent aussi sur le site web. Elles sont déjà toutes publiques. Alors, il y a aussi un autre moyen de se promouvoir, c'est au travers d'actions de sponsoring. Donc là, comme dans ces congrès, il y a des principes de PAC, c'est-à-dire que c'est un ensemble d'actions qui est proposé à des grands sponsors. Donc, il y a 3 niveaux de PAC, un à 100 000 €, un à 60 000 et à 25. Le premier était avec une exclusivité sectorielle. Si par exemple vous êtes un spécialiste de la sélection variétale, nous nous engageons à ce qu'il n'y ait pas d'autres sponsors de ce type-là en Platinum pour assurer une bonne visibilité. Autre possibilité, c'est aussi de sponsoriser un symposia en propre. Et donc là, la communication, elle devient très ciblée. Elle n'est pas à l'échelle globale du congrès, mais uniquement dans ces symposiums. Donc là, le coût varie en fonction de la durée des symposiums. Et puis ensuite, toute une offre à la carte. Donc, je vais passer les documents, mais on ne va pas rentrer dans le détail parce que je pense que chacun peut aller consulter et voir ce qui l'intéresse le plus. Donc voilà, là, les packs sponsoring, vous allez voir, il y a tout un ensemble d'éléments de visibilité avant, pendant le congrès qui sont proposés à ces différents sponsors. Voilà.
et des options en plus. À la carte, on va retrouver effectivement des insertions publicitaires, des goodies, des bannières promotionnelles sur les sites web. Mais donc, effectivement, ces fameux tours techniques sponsorisés, les symposiums sponsorisés, les dîners de gala, les espaces de pause, la végétalisation aussi, si certains veulent proposer une végétalisation d'espace. Ou tout simplement aussi des side events à l'occasion de cette semaine-là. J'approche de la fin de ma présentation. Donc là, c'était aussi vous donner un ordre de grandeur des conditions tarifaires. Donc là, elles ne sont pas encore en ligne, mais donc on vous partage les sommes qui sont actées. Donc, c'est un coût globalement qui est forfaitaire à la semaine. Et donc là, qui varie en fonction de votre date d'inscription. Et donc, plus spécifiquement pour les professionnels, donc plutôt, j'allais dire, des gens qui ne sont pas des domaines de la R&D, parce que ceux-là, on les invite vivement à être présents sur l'ensemble de la semaine. On a imaginé des passes de 3 jours et de 1 jour pour favoriser leur venue. Bon, puis on est conscient aussi du 15 août, donc il nous a paru assez pertinent de proposer ce système de passe. Végépolis Vallée va aussi vous proposer, pour ceux qui le souhaitent, un achat groupé, puisque les organisateurs la proposent une réduction, un tarif de groupe, si vous voulez, qui peut aller selon le nombre de 10 à 25% de réduction sur la somme. Donc là, nous, on vous enverra en temps voulu les principes d'inscription en fonction des dates, des dates proposées et des montants. Donc, ça peut être aussi un autre moyen. Petite précision, dans l'inscription physique, elle donnera aussi accès à toute la partie digitale. Alors, on avait aussi 2 questions à vous poser. Donc justement, la dernière, c'était est-ce que vous avez un intérêt pour ce genre de réduction via un achat groupé par le pôle? Et l'autre était autour de la formation continue. Donc, on sait que le congrès peut être éligible au titre de la formation continue. Et on est en train d'étudier cette opportunité pour la mettre en place avec AgroCampus Ouest. Mais comme elle entraîne des démarches administratives importantes, on voudrait s'assurer que cette opportunité a un intérêt pour vous, entreprise. Est-ce que c'est quelque chose que vous actionneriez pour permettre la participation de vos collaborateurs? Donc là, c'est vraiment une question, nous, qui nous sera intéressante. N'hésitez pas à réagir dans le chat sur le sujet. Et puis, donc voilà, la dernière, c'est que après aussi toute cette présentation, on espère qu'on vous a donné envie de participer, mais également que vous aussi, à votre tour, vous soyez un ambassadeur de cet événement et que vous convainquiez vos réseaux de venir à cette occasion, de pouvoir les rencontrer. Et donc, sur le site web, que vous voyez en gros, là, ihc2022.org, vous avez une rubrique qui s'appelle Médias, dans lequel il y a tout un kit communication accessible à tous, qui vous permet de faire la présentation de la même manière à des collaborateurs, à des clients, à des partenaires, pour les inciter à participer. Alors voilà, on arrive sur la partie de vos questions, de vos suggestions. Donc j'avoue que moi, c'est un petit peu difficile. Je n'ai pas encore eu le temps de voir vos questions en même temps que je parlais. Il y a Emmanuel, enfin on a essayé de répondre à quelques questions avec Emmanuel. Là, il y a une dernière question, enfin il y a 2 questions. Pouvons-nous avoir un stand commun filière semences avec plusieurs fédérations et instituts qui l'animeront? Oui, là, on peut considérer que c'est un stand collectif. Après, il faut voir effectivement la taille qui peut être proposée.
là, nous, on aura un seul référent, mais vous pouvez être plusieurs à exposer. Effectivement, comme le nombre est limité à 40, je trouve que c'est astucieux pour permettre une représentativité de toutes les filières au congrès. L'autre, tu arrives à lire le chat, Emmanuel? Je te laisse. Oui, alors je vois les dernières questions sur le pôle éducation. Alors effectivement, c'est pas encore tout à fait fini, mais je pense que c'est une idée qu'on est en train d'étudier pour avoir un espace dédié au centre de formation, qu'elle soit université, école, de les rassembler effectivement dans un pôle avec des formules assez variables. Enfin, ça sera à voir en accord avec elles, mais d'avoir une vraie présence de l'éducation, déjà au minima de la France vis-à-vis de tous les congressistes mondiaux. Alors oui, Christophe demande si la formation continue s'adressera aux salariés chefs d'entreprise. Alors, chef d'entreprise, Emmanuel, il faut que tu me dises, je ne sais pas, mais salariés, oui. Mais chef d'entreprise, c'est plutôt à eux de voir si d'habitude leur fonds de formation continue est éligible pour les chefs d'entreprise. Après, nous, on suit ce système-là. Ouais. Je ne pense pas que ça pose de problème. Donc, c'est éligible à leur fonds de formation continue. Alors, pour Odile, oui, la presse sera conviée. C'est d'ailleurs une ouverture aussi. Hein. C'est un congrès qui fonctionnait assez autour de son réseau. Et donc là, oui, on a vraiment la volonté de l'élargir à la presse et elle sera largement invitée. Donc, on pourra reprendre contact. Alors, les espaces végétalisés, je suis allée très très vite effectivement. Donc, il y a différents espaces qui peuvent être soit au sein du centre des congrès, soit justement entre le centre des congrès et l'université d'Angers. Hein, il va falloir qu'on guide tous nos congressistes entre ces deux lieux de congrès et donc seront des espaces à végétaliser. Donc là, ensuite, nous, on peut vous fournir le cahier des charges plus précis. Emmanuel, il y a une question sur les workshops. Voilà, j'allais rebondir là-dessus. Alors, on a quelques workshops à ce jour, hein, quelques-uns qui traitent du digital, un autre qui est autour d'aspects économiques. Alors, je les ai pas repris là en tête, mais ce qui est clair, c'est que c'est des formats qui sont beaucoup plus souples, hein, donc de 2 heures, qui favorisent l'échange. Et là, vous êtes les bienvenus à proposer un workshop sur une question qui vous paraît intéressante à porter lors du congrès et à être modérateur. Hein, on appelle ça un modérateur, c'est-à-dire quelqu'un qui prend en charge ce workshop. Par exemple, il y en aura un sur les nouveaux usages des plantes qui va être porté par l'Astrédor, par exemple, avec tous les partenaires de l'Astrédor. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des idées, soit que vous souhaitez porter, soit que vous dites, bon, ça serait un bon sujet de workshop. Et après, bon, on travaille pour voir quel organisme, quelle personne, en France ou à l'étranger d'ailleurs, hein, pourrait porter un tel workshop. Donc là, il y a des possibilités encore aujourd'hui de proposer des nouveaux workshops. Le format, comme tu disais, Emmanuel, c'est vraiment sous forme de questions, quoi. Hein. Donc, on pose une question et en 1 ou 2 heures, on répond à la question. C'est ça l'idée. Hein. Avec des échanges entre parties prenantes. Surtout, on veut quelque chose de dynamique parce que c'est vrai que qu'elle soit différent des symposiums où on est plutôt sur un temps court de présentation. Il y a une question sur les carrets d'essai au sein du jardin des plantes. Alors, enfin, de façon plus générale, en fait, comme on le disait tout à l'heure, l'idée c'est de vraiment mettre le congrès au cœur de la ville. Donc, pour toute cette partie ville, en fait, on travaille on est en contact avec les personnes qu'il faut. Et donc, je pense pas qu'on fera un carré de jardin dans le jardin des plantes, mais
on est en train de discuter de tout ça, hein, ou dans quel endroit. Alors l'idée, c'est pas seulement de planter des carnets de jardin, mais c'est aussi de faire des expositions culturelles. Enfin, les idées sont très larges. Donc vos idées sont intéressantes. On peut proposer l'idée d'avoir un carré de jardin dans le jardin, un carré dans le jardin des plantes. Hein. Tout ça est mené avec les espaces verts de la ville qui sont très impliqués dans cet événement et qui vont faire en sorte de le faire retentir à l'échelle de la ville. Et donc là, très prochainement, on aura une réunion avec l'ensemble des organismes et des représentations professionnelles et scientifiques de la place Angevine avec la ville d'Angers pour justement démultiplier cette aura du congrès auprès du grand public aussi. Je peux me permettre, Emmanuel, pour revenir sur la question de la formation continue, donc Christophe Thibault avait émis un avis intéressé en tout cas. Est-ce qu'on peut avoir un avis là de l'ensemble des participants en disant voilà, est-ce que c'est un type de mécanisme? Nous, ce qui nous intéresse, voilà, c'est d'activer tous les leviers possibles pour faciliter, encourager la participation des entreprises et de vos collaborateurs. Et donc, il nous avait paru intéressant que le levier formation continue pouvait être un élément supplémentaire à activer qui pouvait être intéressant. Est-ce que c'est bien le cas pour vous? Est-ce qu'on peut avoir un petit retour là des personnes présentes en disant oui, c'est vraiment une piste qu'il faut creuser, développer et vraiment offrir pour les entreprises et que ça sera un élément de facilitation pour vous? Vous pouvez prendre le micro hein, si vous voulez. Pas mal. Christophe, tu disais que toi, c'est quelque chose qui te paraît un élément intéressant. Ah bah, ouais, c'est clair, parce que le problème pour une entreprise qui a éventuellement une dizaine de collaborateurs qui peuvent assister à ce genre d'événement, le coût peut être un petit peu rédhibitoire et donc le faire amortir par la formation professionnelle, c'est tout à fait intéressant. Et moi, je pensais par ailleurs aussi au niveau des chefs d'entreprise, parce que clairement, dans beaucoup d'entreprises, le chef d'entreprise pourra être sollicité et de travailler, alors que ce soit avec l'IVA ou avec les autres OPCO, il est clair qu'il faut envisager toutes les situations. Il y a d'autres entreprises qui veulent rebondir là-dessus pour savoir si on fait une offre seulement pour Florent d'Anjou ou si ça peut intéresser d'autres entreprises. Moi, Emmanuel, je vais pouvoir reposer la question plus largement aussi au sein de VG Police Vallée par notre newsletter. On remettra en lien le replay et puis on pourra ouvertement poser la question au travers d'un formulaire. Hein. Je pense que ça nous guidera. Tu as une question, Emmanuel, sur les berries Qui contacter? Qui contacter alors... Oui, vas-y François. Non, enfin la première réponse, c'est de dire allez déjà sur le site, regardez le contenu. Vous aurez déjà le truc. Et enfin, si l'idée c'est de soumettre un abstract, vous avez aussi tout le processus pour le faire. Si les questions sont un petit peu plus techniques, votre place là-dedans, là peut-être que Emmanuel peut répondre. Voilà, ce que j'allais dire, c'est voilà, alors, regardez bien l'appel abstract. Si vous avez des questions sur le programme, quel que soit, hein, vous pouvez me contacter. J'ai mis tout à l'heure mon email par rapport à la question des workshops. Hein. J'ai mis mon email dans une réponse au chat pour des propositions de workshop. Autrement, il y a l'adresse science@ihc2022.org qui atterrit sur ma messagerie. Je vous répondrai. Et si vraiment il y a une question très très spécifique, je vous renverrai vers le conveneur du symposium donné, hein, éventuellement. Il y a encore deux. Ouais. Il y a Régis qui réagit sur la formation continue.
Et en même temps, je montre sur le site internet. Hein, oui. Je me permets de… Voilà. Donc, chaque symposium est composé comme ça. C'est toutes les mêmes fiches. Vous avez le titre, les conveners, le comité scientifique et justement les thématiques qui vont être abordées ou sur lesquelles est attendu des communications. Alors. Ce qu'on peut peut-être dire, Emmanuel, c'est que la composition des comités scientifiques en fonction des symposiums n'est pas complètement définie. Il y en a qui seront étendus d'ailleurs, il y en a qui ne sont pas indiqués. Hein. C'est ça, Emmanuel. Pardon, excuse-moi, alors là, on a l'exemple du symposium BERIS. Je disais d'une manière générale, bon là, le comité scientifique est important. Sur certains autres symposiums, il se peut qu'il n'y ait pas de comité scientifique ou moins de personnes. La composition des comités scientifiques n'est pas… oui, ça évoque. Là, voilà. Tous les symposiums ont un comité scientifique et qui s'enrichit en fait au fur et à mesure des réponses ou des nouvelles idées de gens à embarquer dans l'aventure, y compris des gens des filières hein, aussi, des entreprises. Je pense que ce qui manque peut-être aujourd'hui, alors je ne sais pas au cas par cas, mais c'est effectivement des représentations des filières pour justement enrichir ce que disait Emmanuel là, sur votre participation ou sur la participation des entreprises, des instituts techniques dans les symposia. Donc je pense qu'on a un petit travail à faire aussi, nous, à recueillir des possibles candidatures pour enrichir ces comités scientifiques dans ce sens-là. Alors, il y a une question sur la langue. Donc, effectivement, le congrès sera en anglais, hein, donc la majorité ou l'ensemble sera en anglais. Par contre, on avait fait un sondage, on avait prévu de faire des traductions en français pour quelques symposiums qui pourraient avoir le plus d'intérêt vis-à-vis des entreprises, donc pour faciliter cette participation. Et on pourra peut-être essayer de flécher aussi les sessions qui sont plus appliquées, qui sont plus orientées vers les professionnels pour que celle-ci, si le symposium entier ne l'est pas, celle-ci puisse être traduite en français. En priorité, voilà. En priorité. Et après, en fait, il y a très peu par expérience dans ce type de congrès, il y a très peu d'anglophones natifs. Et donc, quand tu es un Français parlant en anglais, c'est plus facile de comprendre que d'autres. Donc, c'est pas non plus de l'anglais. Voilà. Il y a des îles. On fait très attention à la qualité aussi des présentations. Donc, normalement, on arrive à se débrouiller plutôt bien pour comprendre, même si on n'est pas très à l'aise en anglais. Il faut un minimum de base quand même. Pas que ce soit un frein, quoi. Je peux témoigner que c'est accessible. Je suis. Voilà. Christophe, merci. Je suis pas une lumière en anglais, mais c'est accessible. Voilà, et puis on se débrouille toujours. Après, ce qui est à mon avis riche et intéressant dans ce type de congrès ou des symposia, c'est pas seulement d'écouter les présentations, c'est ensuite de pouvoir discuter avec les gens. Enfin, c'est l'aspect networking hein, qui est vraiment intéressant. Là, il faut, même si on parle pas très bien anglais, on arrive quand même à se débrouiller, mais il faut avoir un minimum pour vraiment en profiter. C'est aussi intéressant de parler un minimum. Mais voilà, Christophe, Alors, il y a une question de Trijan sur la version hybride. Donc, effectivement, là, la version hybride, hein, c'est le point de départ, c'est un congrès en présentiel, hein, parce que de toute façon, rien ne remplace le présentiel hein, quand même sur les échanges et l'intérêt d'un tel congrès. Mais par contre, on avait souhaité dès le départ l'ouvrir à une audience plus large, parce que finalement, il y a aussi beaucoup de gens dans le monde qui n'ont pas aussi les moyens financiers non plus hein, de venir sur un tel congrès, parce qu'il n'y a pas que le prix d'inscription, il y a tout le reste qui… Et donc, on a ouvert à cette version hybride. Alors, l'idée, c'est que essentiellement, les personnes qui seront à distance pourront assister au symposium, c'est-à-dire que les différents symposiums, présentations orales et les posters seront présentés, accessibles à distance,
avec éventuellement la possibilité de poser une question qui pourrait être relayée dans la salle. Mais par contre, pas de présentation orale pour ceux qui sont à distance. Éventuellement des e-posters, ça c'est envisageable, mais les présentations orales se feront forcément en présentiel. Après, il y a d'autres aspects qui seront accessibles en distanciel. Bien sûr, le replay. Ça, c'est l'avantage des formes de replay, c'est qu'avec le décalage horaire aussi, des fois, on ne peut pas assister à tout. Donc, ça permet de revoir des présentations qu'on n'avait pas eu la chance de pouvoir suivre en direct. Et puis, il y a des aspects d'échange de B2B qui pourront être éventuellement de mise en connexion qui pourront être faits par les systèmes à distance. Si vous voulez compléter, Emmanuel. Moi, je voulais répondre. C'est ça. On a loupé une question de Jackie Bréchet, donc je voulais répondre personnellement à Jackie parce que j'ai été en contact avec Ecti. On a un peu tardé, on a beaucoup tardé à vous répondre. On a bien la proposition et tout ce que vous pouvez apporter. Voilà, on a eu pas mal d'autres priorités, mais on a bien, et vraiment j'en suis désolé. Chaque fois que je revois vos noms sur mes mails, je me dis j'aurais dû, mais on pense à vous. Voilà. Étude, François, pas de problème. Il faudra transmettre On a le temps. Alors, on enchaîne les questions pour exposer. Donc, pour être exposant, quelque part, c'est une forme de sponsor. Il n'y a pas besoin de soumettre un abstract. Les exposants peuvent venir, bien sûr, enfin, les sponsors peuvent participer sans forcément être présentateurs ou soumettre un abstract. Et oui, vas-y. La participation également, on n'est pas obligé d'avoir soumis pour… Voilà, on peut s'inscrire sans bien sûr présenter quelque chose. Mais bien sûr, on pense que vous avez beaucoup, tous, des choses à présenter pour alimenter le congrès. Les abstracts sont forcément en anglais. Oui, la soumission des abstracts, c'est forcément en anglais. Voilà. Oui, après, François disait qu'il y a des outils pour écrire en anglais, facile. Justement, quand même, si vous souhaitez effectivement candidater, c'est quand même particulier. C'est un système ROSA qui est une plateforme un peu spécifique. Nous, n'hésitez pas à voir aussi si vous avez collaboré avec un institut technique ou une école, parce qu'ils pourront aussi vous appuyer dans cette démarche de dépôt. Ce sont des gens qui maîtrisent un peu plus. Peut-être là, Jackie, on pourrait en reparler aussi. Ecti peut peut-être appuyer aussi des personnes qui voudraient faire ces démarches-là. Donc, n'hésitez pas si vous ne vous sentez pas assez prêt à revenir vers nous pour qu'on vous oriente vers des personnes qui pourront vous aider. Ouais. Notre volonté à nous, c'est vraiment qu'il y ait des propositions. Faut vraiment pas que ni l'anglais ni la soumission en elle-même, c'est-à-dire l'aspect administratif ou l'aspect anglais de la soumission, soit vraiment un frein. Donc, alors on pourra pas écrire les abstracts pour tout le monde, mais on peut vous orienter, vous aider vraiment. Un abstract, c'est quelques lignes, donc c'est pas non plus très compliqué. Mais faut vraiment pas que ça soit un frein. Je voulais, par rapport aux soumissions, enfin aussi revenir sur un point. Avec ce qu'on avait partagé avec Christophe Thibault et puis à Istanbul, on avait pu en parler. Il ne faut surtout pas penser que le congrès, c'est quelque chose qui est pour les scientifiques, avec que des choses de pointe, etc. C'est assez varié. Il y a des contributions qui sont des recherches effectivement amont, un petit peu fondamentales. Il y a des contributions qui sont plutôt de la R&D, des contributions qui relèvent un peu plus de l'expérimentation. Ce qu'on veut comme niveau, c'est que ce soit bien construit, bien sûr. Donc, il y a vraiment de la recherche un peu plus fondamentale jusqu'à la recherche appliquée. Et puis, on en discutait avec Christophe. Des fois, il a vu à Istanbul des trucs, il se disait, ça, c'est pas très novateur, ou on le fait déjà dans nos entreprises, enfin, etc. Donc, c'était bien d'avoir ce regard critique des entreprises, mais d'autres choses qui étaient beaucoup plus d'intérêt. Mais en tout cas, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que vous avez des choses à présenter dans ce que vous faites en R&D, de ce que vous faites en expérimentation ou en développement. Et donc, il ne faut pas hésiter à présenter des choses. Vous avez des choses sur lesquelles vous pouvez communiquer et qui sont tout à fait de bonne tenue par rapport à ce qui est d'habitude pratiqué lors des congrès IHC. Ça, c'est un message très important, parce qu'on a tendance à dire, voilà, c'est scientifique, et aussitôt qu'il dit scientifique, ça fait peur à beaucoup de gens. En fait, il faut vraiment relativiser la notion de scientifique. La science, ça va de ce qu'on disait tout à l'heure, de l'amont à amont, à des choses, comme tu dis, très appliquées, etc. Donc, il n'y a vraiment pas de…
vraiment faux. Oui. Il y a Alors là- moins de questions dans le chat et je vois que les gens Oui, Ouais. partent. Possible commencent de à partager la partir. présent- Et Est-ce puis qu'il est possible de partager la présentation du programme? En fait, vous avez pratiquement une bonne partie de ce PowerPoint sur notre site web, dans l'onglet Médias. Donc, vous avez beaucoup d'informations. Mais peut-être que, Emmanuel, tu vas partager tu transmettras le PowerPoint là? Oui, je peux transmettre le PowerPoint à tout le monde. Pour les adhérents, ça sera le replay, il sera mis dans l'espace dédié. Et puis, moi, je voulais terminer avant que trop de monde parte, c'est qu'on se tient tous à votre disposition pour des rendez-vous personnalisés, pour définir avec vous votre implication, qu'elle soit sous l'angle scientifique ou plus notoriété, visibilité. Donc, vous l'avez compris, il y a différentes personnes. Sur le site, vous avez les différentes adresses selon la nature de votre question. N'hésitez pas. Et puis, toute l'équipe de Destination Angers, on n'en a pas trop parlé aussi aujourd'hui, mais elle est très présente et saura vous répondre pour toutes vos idées, vos suggestions, vos besoins. Voilà. Très bien. Alors, je vais dû Merci à mettre tous. une petite slide avec les partenaires qui nous soutiennent aussi, d'ores et déjà, la ville, la région, l'agglo, et puis le fait que c'était sous les auspices de l'ISHS et le patronage du ministère de la Recherche et de l'Agriculture. Alors, l'adresse du site, je la remets pour terminer. Elle est là, hein, ihc2022.org. Je pense qu'il est temps de conclure parce que Et les gens beaucoup de gens ont faim, en fait, je pense. Voilà. Donc, un grand merci à tous pour votre participation. On vous renvoie le lien vers le PDF et au plus tard, rendez-vous en août 2022 à tous. Merci. Merci à tous. Au revoir. Allez, bonne journée à tous. Au revoir, Christophe.